Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver sur France 3 et France Bleu Limousin, au cœur des législatives, pour une nouvelle soirée de débat dans vos circonscriptions. Première de Corrèze, deuxième et troisième de Haute-Vienne. Les débats dureront 30 minutes chacun. Nous sommes ensemble pendant 1h30. Qui sont vos candidats? Qu'ont-ils à proposer? On se dit tout sur ce plateau. À mes côtés, Jérôme Edan, rédacteur en chef de France Bleu Limousin. Bonsoir. Une petite précision avant de lancer le premier débat. Vous allez remarquer que tous les candidats de chaque circonscription ne sont pas présents sur ce plateau. Sachez qu'en période électorale, ce n'est pas l'égalité qui est obligatoire pour les médias, mais l'équité. Nous devons citer tous les candidats et leur offrir un temps de parole qui correspond à leur représentativité, celle-ci étant déterminée notamment par leurs résultats aux dernières élections. Et par souci de fluidité, nous avons choisi ce soir d'inviter 3 candidats par circonscription. Nous débutons avec la première de la Corrèze. Présentation. François Hollande a créé la surprise en se déclarant à nouveau candidat dans cette première circonscription de la Corrèze. L'ancien président de la République s'était présenté la dernière fois en 2007 et il avait été réélu avec 60% des suffrages et 10 000 voix d'avance sur son adversaire de droite au second tour. Dans le cadre du nouveau Front populaire, il va affronter le député sortant Les Républicains, Francis Dubois, élu en 2022 avec 53,8% des voix. Candidat cette fois sous l'étiquette du parti de Xavier Bertrand, Nous France, Francis Dubois n'aura pas d'adversaire de la majorité présidentielle, même s'il a voté la censure contre le gouvernement. Dans cette circonscription, le RN avait réalisé son plus faible score en Limousin en 2022, avec 15,1% des voix à sa candidate Maïté Pouget, à nouveau en lice cette année. Et comme il y a 2 ans, 2 autres candidats se représentent. Gilles Oguinena pour Reconquête, il avait obtenu 3%, et Marie-Thérèse Coineau de Lutte ouvrière, qui avait reçu 1% des suffrages. Et à nos côtés, non pas Maïté Pouget qui est souffrante, mais Valérie Eloff qui est venue pour la remplacer. Vous êtes candidat sur la 2e circonscription et vous êtes chef de file du RN en Corrèze. Le député sortant, Les Républicains, Francis Dubois pour la liste du Courage, et François Hollande, candidat pour le nouveau Front populaire, député socialiste de cette circonscription de 97 à 2012, maire de Tulle durant 6 ans, président socialiste de la France de 2012 à 2017. Bonsoir. Bonsoir. François Hollande, quelques mots d'abord sur l'état de l'Union de la gauche dans votre circonscription. LFI appelle certes à voter pour vous au premier tour, puisque vous êtes représentant de cette coalition de gauche, mais souligne, je cite, « Ceux qui nous connaissent savent ce qu'il nous en coûte de vous apporter ce soutien ». Est-ce que le Front populaire est déjà fissuré avec de telles déclarations et avant même le premier tour ? Non, l'union, ce n'est jamais facile. C'est nécessaire si l'on veut prétendre à l'exercice du pouvoir ou être une opposition constructive. Mais ça suppose d'aller au-delà de ce qui a pu un moment séparer, qui encore peut demeurer sur certaines divergences. Mais l'essentiel, c'est que tous ces mouvements, qui ne sont pas tous favorables à ce que j'ai pu représenter ou à ce que j'ai pu faire, eh bien, se soient rassemblés derrière ma candidature, parce que l'enjeu, c'est de pouvoir écarter l'extrême droite, qui est maintenant menaçante à l'échelle du pays, si l'on en croit à la fois les élections européennes et les intentions de vote, et de fournir une alternative. Donc je ne me plains pas de ce soutien, je le revendique même, à condition, bien sûr, que ce soit dans une démarche de gouvernement, de crédibilité. Est-ce que ça ne risque pas de souligner le côté artificiel que certains de vos adversaires de cette union de la gauche, que certains de vos adversaires, justement, relèvent depuis la création de ce nouveau Front populaire ? Si la gauche était partie séparée, qu'est-ce qu'elle aurait fait ? Je ne parle pas dans cette circonscription, ma personne est un peu différente de ce qui se passe ailleurs. Mais si la gauche était partie séparée, elle n'aurait pas pu figurer honorablement et surtout créer ce mouvement qui laisse penser qu'une alternative est possible en dehors de l'extrême droite. Parce que quelles sont les alternatives ? Qu'est-ce qui peut se passer ? C'est peut-être Monsieur Dubois l'alternative. Francis Dubois, Christophe Géretti, député de la République En Marche, puis modem de cette circonscription jusqu'en 2022, appelle à voter blanc, lui, sur cette circonscription. Est-ce que vous ne draguez pas un petit peu les électeurs tentés par la majorité présidentielle ? Il vous coupe un peu l'herbe sous le pied. Je pense que personne n'est dépositaire de ces voix. Elles appartiennent à chacun d'entre nous. Et moi, je repars sur le même engagement. Mon engagement de servir la Corrèze, de servir les Corréziens et les Corréziennes, et pas de me servir de la Corrèze comme tremplin politique,
Et c'est dans cet engagement de sincérité, de continuité, d'efficacité et de proximité que je me représente à ces élections législatives. Alors, on va débuter. 3 grandes thématiques seront développées lors de chacun de ces débats. 3 thématiques par circonscription. La première, c'est les retraites. Valérie Eloff. Hier, lors du débat Bardella, Attal, Bompard, Jordan Bardella expliquait qu'avec le système de retraite du RN, un Français qui a débuté sa carrière à 24 ans partirait à 66 ans, âge légal, soit plus tard que dans la réforme actuelle. Comment vous expliquez ça ? Alors, tout d'abord, il faut savoir dans quel état financier nous allons retrouver le pays. Puisqu'aujourd'hui, notre pays est très endetté. Concernant les retraites, on est clair dans notre projet. On veut une retraite à 60 ans pour ceux qui ont débuté leur carrière professionnelle avant 20 ans, une progressivité jusqu'à 62 ans, mais avec 42 annuités qui va permettre... À taux plein, tout ça c'est à taux plein ? Bien sûr, il faut aujourd'hui avoir quand même une carrière complète pour pouvoir partir à la retraite. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui va commencer après 20 ans va avoir besoin de 42 annuités pour valider sa retraite. Et si, par exemple, il a commencé à 20 ans, à 62 ans, il sera à la retraite. Et après, il y aura une progressivité qui s'installera avec les 42 annuités. Parce qu'aujourd'hui, un système de retraite est quand même bâti sur des cotisations et sur des rentrées. François Hollande, la réforme des retraites, dossier que vous connaissiez bien, puisque vous en avez porté une en 2013-2014, ouais. Avec notamment l'augmentation de la durée de cotisation à l'époque. Le nouveau Front populaire propose une abrogation pure et simple de la réforme qui vient d'être mise en place. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela et pour un retour de l'âge de la retraite donc bien plus bas dans ces propositions-là ? Le nouveau Front populaire a raison de demander l'abrogation du texte qui a été, non pas voté, mais on le sait, adopté dans des conditions qui n'étaient pas dignes de ce que peut faire une représentation nationale. Donc, à quoi faut-il revenir tout de suite ? Parce que ce qui compte, c'est ce qui va se passer, pas simplement dans plusieurs années, ce qui va se passer dans les prochains jours. Quand je suis devenu président de la République, j'ai pris un décret. Un décret qui permettait à ceux qui avaient fait 42 ans de cotisation de partir à 60 ans, ce qu'on appelle le dispositif carrière longue. Eh bien, c'est ce même décret qu'il va falloir reprendre au lendemain des élections législatives par le gouvernement pour que nous puissions retrouver ce dispositif carrière longue qui fera que ceux qui ont fait les années justifiées pour la retraite, c'est-à-dire 42 ans et un peu plus, puissent partir à 60 ans. Ceux qui n'ont pas les 42 ans seront dans ce qui était la loi que j'avais fait voter, ce qu'on a appelé la loi Touraine, et qui faisait que l'âge légal était à 62 ans, mais qu'il sera possible ensuite de négocier une nouvelle réforme des retraites, compte tenu aussi de l'état financier du pays, compte tenu du vieillissement de la population. Mais ça se fera avec le souci de 2 choses. Le premier souci, c'est de pouvoir permettre à ceux qui ont fait des carrières longues de partir à 60 ans. C'est-à-dire tous ceux qui ont travaillé avant 18 ans doivent pouvoir partir à 60 ans. Et le deuxième souci, qui est une exigence même, c'est de faire rentrer des critères de pénibilité. C'est ça la grande réforme des retraites. C'est ce que nous avions fait. La pénibilité, ça veut dire qu'on mesure ce qui a été la tâche de chacun tout au long de sa carrière. Et en fonction de la pénibilité, vous pouvez partir plus tôt ou plus tard. En 2013, Monsieur Hollande... Un Français qui débutait sa carrière à 23 ans avec votre projet, partait à 66 ans à taux plein. On est loin du projet. On est loin du projet. Le moment où on peut partir en retraite à taux plein et le moment où on peut partir à la retraite. Et l'âge légal, c'était 62 ans à l'époque. L'âge légal, c'était 62 ans. Donc on pouvait partir avant 62 ans quand on avait fait une carrière longue ou quand on avait des pénibilités qui justifiaient de partir plus tôt, et on pouvait partir au-delà de 62 ans pour gagner des annuités et avoir une retraite à taux plein. C'est ça la bonne réforme des retraites. Et je pense qu'il faut y revenir. Après, on pourra renégocier avec les organisations syndicales et patronales ce qui peut être fait en matière de retraite, parce qu'il y a la retraite générale et la retraite complémentaire. Je finis sur la retraite. Il y a aussi la retraite agricole.
dont on parle assez peu dans les débats publics et qui sont pourtant tout à fait, dans ce département comme au-delà d'ailleurs, tout à fait indispensables à revaloriser, même si c'est sur des formes de solidarité et plus simplement de cotisation. Nous allons reparler de l'agriculture. On va écouter M. Dubois sur la retraite. Vous avez voté la motion de censure contre la réforme alors que le groupe LR l'a validée. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui sur cette réforme des retraites ? J'ai voté la motion de censure parce que cette réforme des retraites était injuste. Elle opposait les carrières des salariés des métiers manuels aux métiers intellectuels. Aujourd'hui, le RN ou le Front populaire, le RN change de réforme des retraites à chaque saison, à chaque élection. Pas du tout. Le Front populaire nous rappelle, et je rappellerai à M. Hollande, que ce n'est pas tout à fait parce qu'il part sur les carrières longues, mais leur proposition, c'est la retraite à 60 ans pour tous, qui a un coût de 25 milliards à 53 milliards pour le Front populaire. Je vous ai dit ce qu'on devait faire tout de suite. Je vous ai écouté, M. Hollande, sachez m'écouter. Je vous écoute. Et ensuite, et je vous écoute quand vous dites le gouvernement nous annonce que ça coûtera 100 milliards de plus. Dans l'état de la France, alors, la réforme des retraites juste, la carrière longue, c'est le seul sujet qui a été traité dans cette réforme des retraites faite par le gouvernement. Par exemple, la pénibilité n'a pas été prise en considération. Et l'âge a été relevé par rapport à la réforme Touraine sous le gouvernement de M. Hollande. Donc aujourd'hui, ce que prône M. Hollande est bien différent de ce qu'il a fait voter. Est bien différent. Moi, je prône pas d'âge légal augmenté, la durée de cotisation. Pas d'âge légal augmenté par rapport à quoi ? Par rapport à la réforme Macron ? Par rapport à la réforme Touraine. 62 ans. 62 ans. Et ensuite, la durée de cotisation, c'est primordial. 42, 43 43 années, c'est aujourd'hui, oui. La loi. Et ensuite, prendre en considération réellement les pénibilités, les carrières longues, et ne pas opposer de ce fait les métiers manuels aux métiers intellectuels. Très bien. Un petit point tout de même, je voudrais rappeler à M. Dubois que nous n'avons pas changé d'avis. Le projet que nous prenons au niveau des retraites, c'est le projet présidentiel de Marine Le Pen depuis 2022. Et le projet que nous avions également proposé à l'Assemblée nationale, pas du tout. C'est faux. Et ce projet de retraite est juste et équitable pour les travailleurs, et notamment ceux qui ont commencé tôt, Alors sur les propositions de Marine Le Pen, qui sont toujours visibles sur le site du RN, qui date de 2022, mais c'est un peu trompeur, parce que quand on va chercher un peu le programme du RN pour ces législatives, on tombe dessus, et on nous vend quand même pas mal cette fameuse retraite à 60 ans, on n'y est plus. 60 ans, mais parce qu'il faut regarder avec lucidité l'état du pays. Je rappellerai quand même qu'aujourd'hui, on a la tête d'un État qui a avec 3200 milliards de dettes. Voilà, c'est pour ça que nous demanderons un audit très rapidement, pour justement pouvoir évaluer les leviers qu'on aura pour pouvoir mener à bien cette réforme, une fois qu'on aura fait les urgences avec Jordan Bardella dès notre prise, nous l'espérons. Ce n'est pas un audit qui va vous permettre de faire la moindre réforme que ce soit. L'audit, nous le connaissons dès à présent. Non. Vos chiffres sont exacts. Non mais attendez, je n'ai pas terminé. 3100 milliards, nous le connaissons. Le déficit budgétaire, nous le connaissons. Le niveau des prélèvements obligatoires, nous les connaissons. Donc à un moment, dans une élection, il faut dire ce qu'on va faire et pas simplement dire je vais faire un audit. Un audit, ça ne suffit pas à faire la réforme. Excusez-moi, M. Hollande, nous découvrons des choses. On a encore découvert qu'il y a 0,6% du déficit de la France qui a été découvert par une commission du Sénat. Donc il y a des choses qui sont cachées. Oui, mais s'il y a celui-ci, il y a le reste. Donc nous attendons voir l'état réel des finances. Voilà. Et c'est tout à fait sain dans une démocratie de savoir où on est pour aller là où on veut aller. Et nous allons parler des finances des Français. On va parler, deuxième thème de ce débat, la fiscalité. François Hollande, le nouveau Front populaire, propose de faire 14 tranches contre 5 aujourd'hui sur les impôts. Qu'est-ce que ça va changer ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Bon, qu'est-ce qui est la mauvaise idée qui a été entreprise, hélas, par les gouvernements depuis 7 ans ? C'est de baisser les impôts des plus favorisés. Ont été supprimés l'impôt sur la fortune, supprimer les impôts sur les revenus du capital que j'avais introduits, supprimer aussi un certain nombre de taxes que peut-être les Français trouvent judicieux de ne plus payer. Mais enfin, la redevance télévision qui va avoir quelques conséquences, y compris sur votre avenir. Il y a aussi... plus depuis 2022. Oui, justement, ça va avoir quelques conséquences sur votre avenir, parce que quand il n'y a plus de redevance, vous êtes soumis à l'arbitraire. Donc, il y a eu des baisses d'impôts qui ont été faites pour les plus favorisés. Il y a eu des baisses d'impôts sur les sociétés, y compris avec des entreprises qui faisaient des profits considérables. Et donc, la première disposition, là aussi, pas besoin d'attendre.
Ça fait partie de l'urgence. Eh bien, il faut rétablir ce qui existait. Il faut créer un impôt sur les superprofits des entreprises pour financer, effectivement, les dépenses sociales qui doivent être attendues. Et c'est la raison pour laquelle la première exigence, c'est la justice fiscale. Vous parlez à ce moment-là des tranches d'imposition sur le revenu. C'est ce qui permet de lisser l'impôt sur le revenu. Vous savez qu'il y a un Français sur 2 qui ne paye pas l'impôt sur le revenu, et tant mieux. Parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas à verser au-delà de ce qu'ils versent déjà sous forme de CSG et sous forme de TVA. Et donc, essayer d'avoir un peu plus encore de progressivité de l'impôt. Valérie Yalof, la justice fiscale dans le programme de Jordan Bardella et que vous défendez, elle passe par quoi en priorité et immédiatement ? Écoutez, nous avons un axe important, c'est rendre du pouvoir d'achat. Et la fiscalité est un levier pour pouvoir... Donc la TVA, a priori ? On a effectivement un axe important des préoccupations majeures de nos concitoyens, c'est la TVA qu'on veut baisser effectivement sur l'électricité, sur les carburants, sur le fuel, et également mettre une TVA à 0% sur un panier de 100 produits du quotidien, parce qu'aujourd'hui, on n'en peut plus de vivre avec cette inflation qui a été galopante et qui aujourd'hui est une sorte de confiscation de pouvoir d'achat trop important. On veut également avoir un signal important pour la jeunesse, avec leur proposer pour tous ceux qui ont moins de 30 ans de ne pas payer d'impôt sur le revenu. Ça va permettre, au lieu d'avoir la fuite de cerveau, comme on le voit avec trop de jeunes qui partent à l'étranger, et de pouvoir les maintenir et de pouvoir garder de l'attractivité pour notre pays. Voilà toutes ces mesures que nous allons faire de façon urgente. Ce que nous promettons, c'est de ne pas avoir d'augmentation d'impôts et d'aller avec l'audit que nous proposons, que nous allons mettre en œuvre assez rapidement, d'avoir les leviers et pouvoir agir aussi sur les dépenses inutiles. Ça fait beaucoup de recettes en moins quand même. La TVA, c'est la principale ressource de l'État, moins d'impôts sur le revenu également. Est-ce qu'au vu de l'état des finances publiques, c'est ajustable tout ça ? Je suis moi-même conseiller régional. Je peux vous dire que conseiller régional qui est dirigé par Parti socialiste en région Nouvelle-Aquitaine, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de dépenses qui sont inutiles également. Donc il y a énormément de sources de revenus. Alors on pourra les lister, notamment certaines vis-à-vis de l'immigration, qu'ils soient légales ou illégales. Il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut retrouver des marges de manœuvre assez rapidement qui permettent justement de pouvoir finalement rendre du pouvoir d'achat aux Français. Agir sur l'immigration va équilibrer les finances de l'État ? C'est un des leviers, ce n'est pas le seul levier. Il y a tout un tas de leviers qui vont permettre justement de retrouver les coûts des franches pour notre pays, et puis surtout rendre cette justice. Sur quel type de dépenses, justement, sur quel type de dépenses de fonctionnement ? Il y a les dépenses de l'État, les dépenses de l'État qui peuvent être effectivement allégées, très clairement. Et puis, il y a aussi un axe qui nous semble important, c'est d'aller aussi récupérer les 10 milliards qu'on donne à l'Union européenne. Je vous rappelle quand même que nous sommes contributeurs nets au niveau de l'Union européenne. Cette campagne des élections européennes, finalement, pourquoi on est aujourd'hui ici à table, sur ce plateau, eh bien, c'est le résultat des élections européennes qui, une heure après l'élection, a poussé... Donc, alors, on ne va pas partir si loin, monsieur Elof. Pardon, sans prendre du temps de parole de M. Dubois, mais je vais quand même vous dire une chose. Au-delà de l'immigration, vous avez parlé, je vais vous répondre. Non, vous n'allez pas continuer à faire votre... Vous avez beaucoup d'avance, M. Elof. Monsieur Elof, s'il vous plaît. Vous avez dit deux choses. Vous avez dit une première chose, nous allons prendre sur l'immigration. Une partie, oui. Mais sur quelles dépenses pour les immigrés ? Vous connaissez des dépenses qui sont affectées aux immigrés, vous, dans votre pays ? Je vous pose la question. Vous les connaissez ? Non, mais vous dites, je vais réduire les dépenses pour l'immigration. Oui. Si vous en connaissez, vous nous les donnez. Deuxièmement, vous dites... L'AME. L'AME, ça a été déjà discuté. Ça représente 800 millions d'euros. Alors, deuxièmement... Attendez, parce que si vous parlez... Je vais vous donner un deuxième exemple. Sur la contribution à l'Union européenne, si vous permettez. Vous dites, on va réduire la contribution de l'Union européenne. C'est ce que vous avez dit. Et je pense que les Français sont pour et ont placé Jordan Bardella. Est-ce que vous pouvez écouter une seconde ? Le 9 juin. Est-ce que vous pouvez écouter sans interrompre ? Vous dites, je veux réduire la contribution de la France à l'Union européenne. Absolument. La contribution de la France à l'Union européenne, ça permet de financer la politique agricole commune. Le jour où vous dites, et je peux en parler comme chef de l'État, le jour où vous dites, je ne verse plus ma contribution à l'Union européenne, vous avez le droit de le dire. Nous aurons 10 milliards de marge. Vous permettez que je termine ? Allez-y. Ce jour-là, à la minute même, la politique agricole commune pour la France, c'est terminé. Donc chacun pourra juger la pertinence de votre proposition. On va parler agriculture, c'est votre spécialité, Francis Dubois. J'aimerais bien vous lui dire un mot sur la fiscalité. Alors rapidement, allez-y. Donc sur la fiscalité, nous, c'est déjà de redonner du pouvoir d'achat aux travailleurs. Et d'avoir un salaire qui soit rémunérateur. Pour cela, c'est abaisser la CSG, le CRDS, de la feuille de paye.
Aujourd'hui, sur un SMIC, si on efface la CSG et le CRDS, c'est 150 € par mois. Sur 2 SMIC, c'est 300 €. C'est à peu près le salaire d'une infirmière. Ensuite, sur les successions, c'est de remonter. Donc, M. Hollande avait rabaissé donc à 100 000 € par tranche de 10 ans, donc dans les cas de donation et de succession. C'est de remonter à 150 000 €. Il est insupportable pour les classes moyennes de payer systématiquement des impôts sur le revenu, de payer des impôts après sur la succession dès qu'on a accédé C'est quoi à la une classe propriété. moyenne? C'est à partir de quel revenu? À partir de quel revenu? De 2 500 € à une autre classe moyenne à 4 000 € par mois, si vous le souhaitez. C'est pas ça qui est important. C'est quand même important de savoir où Ce qui est important, c'est se situe surtout la bascule. que tous ceux qui travaillent aujourd'hui paient et ont une lourdeur d'imposition qui est insupportable en France. Il nous reste 9 Ensuite, minutes. sur la TVA, supprimer la double taxation sur l'électricité. La taxation sur la taxe de transport et également une TVA sur la taxe de transport. Donc c'est éviter ces doubles taxations sur la TICPE, sur les carburants. TICPE et on taxe, on met de la TVA sur la TICPE. Donc ça, c'est des mesures qui sont simples et qui lissent les rentrées d'argent, qui ne font pas de dépenses supplémentaires. Si, ça fait des dépenses supplémentaires. Quand vous avez moins de Il nous taxes, reste il y a moins 8 de dépenses minutes, supplémentaires. messieurs, et une thématique, c'est l'agriculture, c'est votre spécialité, Monsieur Dubois, vous êtes en retard. Vous avez fait valider 7 amendements sur la loi d'orientation agricole. Oui. Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui à cette loi d'orientation agricole Macron pour qu'elle soit bien Un volet fiscal, justement. Et sur les successions et transmissions, si on veut réussir les successions et transmissions, il faut ce volet fiscal. Aujourd'hui, le gouvernement nous dit, et malheureusement, elle est stockée au Sénat, la loi d'orientation agricole, où on a fait avancer les choses avec le gouvernement, où on prouve qu'on peut avoir des bons compromis quand on est de droite républicaine et indépendante. Et ces bons compromis, c'est la fiscalité. J'ai dit au gouvernement, un volet fiscal sur un projet de loi des finances, c'est 1 année. S'il y avait eu la fiscalité sur le volet, la loi d'orientation, c'est à l'horizon 2035. Vous voyez, c'est donc, on pouvait se projeter à l'horizon 2035. Sur ce volet fiscal, on avait au niveau des successions j'avais proposé donc que ces tranches de donation passent de 150 000 € à 350 000 € par enfant. Et aujourd'hui, la moyenne des agriculteurs, c'est 2 enfants. Et bien, ça leur permet de transmettre leur exploitation à une valeur en Corrèze qui est à peu près de 700 000 €. Ensuite, c'est la simplification. Cette surtransposition française, normative, réglementaire et environnementale est insupportable. Ça, c'est aussi votre idée 287 normes, propos du Premier ministre sur ma question d'actualité au gouvernement au moment de la crise agricole. C'est mesures conjoncturelles. Mesures conjoncturelles imposées par le Front populaire et par Europe Écologie. Imposé aussi par les études sur la santé ou sur la sécurité des Sauf Français. qu'aujourd'hui, si on veut gagner de la compétitivité, 287 normes de surtransposition au bout de 8 jours de recherche des services de l'État au ministère de l'Agriculture. Ça s'efface par simple décret. Ça ne coûte pas un sou à l'État. Par exemple, on gagne en compétitivité, on évite d'importer des produits, parce que ce qui est imposé, comme vous le dites, par donc l'ANSES et bien d'autres, eh bien aujourd'hui, ça ramène cette surtransposition, amène la concurrence déloyale et fait qu'on importe des produits qui sont donc au niveau sanitaire, au niveau environnemental, plus le bilan carbone qui vient se greffer dessus, qui coûte bien plus cher à l'état de santé de nos Français et qui met en faillite l'ensemble de notre agriculture et notre perte de souveraineté alimentaire qui est pourtant une arme considérable. Alors, cette concurrence pour l'agriculture française, on va en parler aussi avec les 2 autres candidats. Un petit mot quand même sur ce qui fait le cœur de l'activité et finalement de la vie des agriculteurs. Le revenu, est-ce que les mécanismes qui assurent et qui doivent assurer un revenu décent et vivable aux agriculteurs est suffisant dans cette loi d'orientation agricole, en tout cas toujours en termes d'élaboration de cette loi. Est-ce que c'est ça que veulent les agriculteurs? Il nous reste 5 minutes, messieurs. Vraiment, une réponse brève. Soit 3 lois Egalim, 3 lois absolument, oui. Qui ne sont pas appliquées. Alors, et maintenant, et qui pourtant, que faire? Si elles étaient appliquées, eh ben, faire payer des amendes à tous les industriels et l'agroalimentaire et donc la grande distribution qui ne respectent pas le prix de la matière agricole. Il y a des amendes
pour 2% du chiffre d'affaires. Donc pour vous, le mécanisme existe, c'est l'application qui n'est pas Sortir la loi suffisante. Egalim 4. D'ailleurs, le Front populaire propose une autre loi. Pourquoi faire ? On n'y arrivera jamais. Appliquons déjà les lois qui sont votées. Il faut supprimer toutes les barrières, monsieur Elhoff ? Alors, quand vous parlez de barrières, c'est certainement des normes. Et c'est cette surtransposition de normes qu'on voit à l'échelon étatique, européen, régional de nouveau, avec, que je vois au Conseil régional. Effectivement, nos agriculteurs, ils veulent vivre, et ils veulent vivre de leurs revenus, bien entendu, mais ils veulent également qu'on leur fasse confiance, parce qu'aujourd'hui, ce sont des personnes qui travaillent dignement, et notre agriculture est une agriculture qui travaille bien et qui travaille avec un niveau de standard bien plus élevé. Et je partage tout à fait les propos de Francis. Est-ce que ça, c'est pas bien qu'on ait des produits à un niveau de standard plus élevé ? Est-ce que c'est pas bien pour les Français ? Ils le sont déjà. On a le HVE, on a tout un tas de produits. On n'a pas besoin de remettre des normes et de mettre des éco-conditionnalités à outrance. Aujourd'hui, ce que veulent nos agriculteurs, c'est travailler sereinement. Ils ne supportent plus. Ils ne supportent plus de voir des produits importés de l'étranger qui ne respectent pas nos normes environnementales et sociales. C'est tout à fait insupportable. Et nous leur disons un message clair, nous voulons, pour l'agriculture, qu'elle soit considérée comme pour la culture une exception, afin qu'elle bénéficie de quelque chose qui soit un cadre légal qui permette de pouvoir, notamment dans le cadre... c'est de manger français là que justement... Manger français, parce que manger français, c'est bon. Ainsi. Et puis c'est manger local. Et puis en même temps, on peut très bien réserver une exception pour les cantines scolaires, pour les établissements, pour les EHPAD, d'avoir prioriser la commande publique pour nos agriculteurs. Je pense que c'est très important. Et c'est attendu. Je vous ai vu lever les yeux aussi. Non, mais bien sûr que tout ce qui peut être sur le circuit court, tout ce qui peut être production locale, tout ce qui peut être l'achat groupé pour les collectivités, tout ce qui peut être l'accès à la gratuité pour un certain nombre de cantines pour permettre justement qu'on puisse nourrir convenablement les enfants, tout ça est très bien. Mais la question agricole, c'est d'abord de verser les aides telles qu'elles sont prévues. Or, aujourd'hui, les aides ne sont toujours pas versées. Donc la première demande qu'exigent les agriculteurs, c'est qu'au moins on leur verse les aides qui leur ont été promises. Deuxièmement, on peut promettre là aussi des détaxations à la chaîne. Je pense qu'il y a effectivement des aménagements qui peuvent être faits, mais ce qu'il faut, c'est assurer la pérennité des exploitations, en Corrèze comme ailleurs d'ailleurs. C'est-à-dire l'élevage, parce que l'élevage, c'est quand même l'élément fondamental de ce que doit être une politique agricole. Et comme au lendemain des élections législatives, revenons à ce qu'est l'urgence, il va y avoir la réforme de la politique agricole commune. L'enjeu, c'est de pouvoir favoriser les régions d'élevage, c'est de moduler les aides selon la taille des exploitations et de simplifier autant qu'il est possible, tout en ayant des politiques de respect de l'environnement, de la qualité des produits. Quant aux accords commerciaux, il est très important d'assurer la réciprocité et il n'est pas acceptable que viennent des produits qui n'ont pas eu les mêmes normes. C'est un des amendements, la concurrence, pas de concurrence déloyale, c'est un des amendements que j'ai fait adopter sur la loi d'orientation et d'avenir agricole au sein des marchés d'approvisionnement de l'Union européenne et des traités de libre-échange. Donc, amendement que j'aimerais voir vivre dans le temps pour nos agriculteurs, pour défendre la compétitivité de nos agriculteurs. Valérie Elhoff, vous équilibrez comment justement la nécessité d'une agriculture qui paye ses producteurs et le respect de l'environnement, la règle environnementale? Vous dites qu'il en faut moins, il n'en faut plus. Précisez-nous un peu. C'est pas qu'ils font plus. Tout le monde est conscient du changement climatique. Tout le monde est conscient qu'aujourd'hui, on est à l'aube d'un bouleversement. Mais simplement, je voudrais dire que notre agriculture est déjà très vertueuse. En France, nous sommes responsables de 0,3% des émissions de gaz à effet de serre. Quand vous avez d'autres pays comme la Chine, les États-Unis... Il y a la question des pesticides également qui pose question, les bassines également pour accompagnons nos agriculteurs, mais faisons leur confiance et puis surtout, arrêtons de les embêter systématiquement et faisons en sorte que justement, ils aient le revenu et non pas que des aides pour pouvoir vivre. Il faut revenir en arrière ? Mais revenir en arrière par rapport à quoi ? Par rapport aux normes environnementales, par exemple. Il ne faut pas revenir en arrière. Excusez-moi. Aujourd'hui, les normes de surtransposition normative et environnementale, si on durcit encore, et si on ne rentre pas dans le cadre européen, parce que ces normes, elles sont supplémentaires à l'Union européenne, eh bien, on importe du poulet ukrainien, on fracasse notre production de volaille française,
Et ce poulet ukrainien, il est piqué aux antibiotiques, piqué aux hormones. Donc qu'est-ce que vous voulez, du poulet ukrainien ce sera le mot de la fin. Ou du poulet français? Je ne peux pas répondre. Ce sera le mot de la fin. Non, je vous rappelle, les candidats pour la première circonscription de la Corrèze, François Hollande pour le Nouveau Front Populaire, Francis Dubois pour la droite républicaine, Maïté Pouget représentée ce soir par Valérie Eloff pour le RN, Marie-Thérèse Coineau pour Lutte ouvrière et Gilles Augunéa pour Reconquête. Restez avec nous sur France 3 Limousin et sur France Bleu. Nous accueillons maintenant les candidats de la deuxième circonscription de la Haute-Vienne. Regardez.